Bienvenue au château de Fontainebleau, pardon, le palais impérial sous l'Empire. En effet, au sortir de la Révolution, le château n'a pas été détruit, le parc n'a pas été loti, il s'en est fallu de peu. Napoléon, enfin Bonaparte devenu Napoléon Ier, décide de, tel un Bernard l'Ermite, mettre ses pas dans les lieux qu'avaient habités les Bourbons et dans le but de rassembler dans sa main ce qui appartenait aux Bourbons et qui relevait de la maison du roi, eh bien, il crée une maison de l'empereur qui a dans son escarcelle une constellation de châteaux, parlons de palais impériaux, parmi lesquels Fontainebleau. Le musée Napoléon Ier a été créé en 1986. Il est le fruit de la dation fondatrice de la famille impériale en 1979, puis des enrichissements des conservateurs en vue d'étoffer le propos, ainsi que de dépôts d'institutions nationales tels que le Mobilier National, le musée de céramique de Sèvres et le département des objets d'art du musée du Louvre, en l'occurrence des objets qui ont, sous Napoléon III, transité par le musée des souverains. Le lien entre Fontainebleau et Napoléon Ier est d'abord historique. C'est la volonté de l'empereur qui provoque la renaissance du château à une occasion bien précise. En effet, à l'automne 1804, le pape Pie VII, volens nolens, vient, croit-il, sacrer l'empereur, en fait essentiellement assister à son autocouronnement, et Fontainebleau est, de par sa situation géographique, sur la route de l'Italie. Et on accueille ici Pie VII du 25 au 28 novembre 1804 pour le retaper quelque peu après un voyage éprouvant. Et à cette occasion-là, le château est remis en état. L'architecte Fontaine notant fièrement dans son journal « En 19 jours, tout fut remeublé comme par enchantement ». On voit à quel point la concentration de moyens dans les mains d'un seul homme, l'efficacité des services répondant à une exigence politique pouvait aboutir à un résultat à même de donner le change dans un premier temps, sachant bien sûr que ça n'est pas en 3 semaines qu'on tisse de somptueux rideaux et que sitôt le pape parti ici, on vient décrocher les rideaux pour les remettre de là où ils venaient, dans le pavillon de Flore, au palais lui aussi impérial des Tuileries. Enrichir les collections du musée Napoléon Ier n'est point une chose aisée pour une raison très simple, c'est que ces pièces qui ont été produites entre 1804 et 1814, à une époque extrêmement luxueuse, étaient déjà à l'époque extrêmement chères et 2 siècles après convoitées par les collectionneurs français, russes, américains, chinois désormais, atteignent des prix bien souvent au-delà de nos moyens. Si bien que une large part des enrichissements repose sur la générosité de descendants d'acteurs de l'Empire et qui souhaitent que leur aïeul apparaisse dans cette symphonie qu'est le musée Napoléon Ier. Générosité parfois spontanée de citoyens français, conscients de la nécessité de garder en France des pièces, générosité aussi suscitée et qui parfois rencontre un écho favorable. Cette œuvre résume en quelque sorte l'envergure et l'embrasse du musée Napoléon Ier. En effet, on a la personne du souverain, source de toute loi, jusqu'à ses sujets justiciables, et cela correspond à l'envergure que nous voulons donner au musée, allant du souverain au peuple français. Non pas que nous renions ce qui s'est fait auparavant, tel n'est pas le propos, et notamment la famille impériale est présentée, mais présentée comme un élément dans la main du chef de famille, des rouages à qui on distribue des trônes en Europe, de même que le personnel révolutionnaire recyclé ou des émigrés de retour sont enrôlés dans le système napoléonien, de même que, aussi bien par l'impôt
que l'impôt du sang qu'est la conscription, le peuple français est embrassé dans ce système conçu comme un tout par Napoléon Ier. C'est ce tableau où l'on voit Napoléon Ier quasi immobile, hein, telle une statue, et on voit bien que l'estrade sert de plainte à la statue, au personnage qui est figé dans ce geste auguste, hein, et dont la main plane au-dessus des imperialia, l'orbe crucifère et la main de justice à dessin représenté parallèle au bras de l'empereur, mais aussi embrassant le Code civil des Français, appelé Code Napoléon. C'est cette iconographie judiciaire qui est commandée à Girodet et donc son atelier en 36 exemplaires en 1811 par Régnier, duc de Massa, grand juge, à l'intention des justiciables. Et l'on voit que cette œuvre résume le propos du musée qui est « La France et l'Europe sous l'œil et dans la main de Napoléon Ier ». Le musée Napoléon Ier a été restructuré avec l'idée d'avoir un séquençage très net, de mettre en exergue des objets qui ont une valeur symbolique. Dans cette première vitrine, consacrée à Napoléon Ier, empereur des Français et roi d'Italie, la première travée vise à expliquer la trajectoire fulgurante de Bonaparte, devenu Napoléon Ier. Et pour ce faire, quelques objets sont convoqués. L'œuvre qui ouvre le parcours du musée Napoléon Ier est troublante, voire inquiétante. Cela correspond parfaitement à cette incertitude que voulait rendre le sculpteur moite. La ville de Bordeaux envisagea l'érection d'une statue équestre à la gloire du premier consul, statue qui était cantonnée de 4 figures allégoriques: le destin, la liberté des cultes, la paix, la justice. Le destin devait être devant, et ce destin, c'est un vieillard barbu, au regard masqué par son vêtement, peut-être même aveugle, voire aveuglé, et néanmoins il écrit. Et de son stylet, sur les annales du temps, qu'écrit-il? En 13, Napoléon Ier, 4e dynastie française. 18 mai 1804, Senatus consulte, proclamant Napoléon empereur des Français. Œuvre troublante, œuvre qui, destinée à être traduite en grande dimension et dans l'espace public, ne l'a pas été, par refus, les temps n'étaient pas mûrs, par refus de Bonaparte, mais qui, dans des circonstances qu'on ne connaît pas, a été jeté en bronze au profit d'un homme. Cet homme, nous ne pouvons le savoir que par l'inscription, où l'on voit sur la motion du tribun curé, et c'est un nom propre, élévation à l'Empire de Napoléon Bonaparte. Et dans le rouage institutionnel qui a abouti à cette proclamation de l'Empire, eh bien, ce tribun curé, qui a joué un rôle, a eu à cœur de l'immortaliser par cette commande, probablement à son intention propre, et resté chez lui et sa famille jusqu'à sa redécouverte fortuite l'année dernière. Puis, une présentation synthétique autour de cette épée offerte par le gouvernement en 1801 au premier consul, épée que, le 2 décembre 1804, Bonaparte, muet en Napoléon Ier, porte à son côté dans le chœur de Notre-Dame de Paris à l'occasion du sacre et couronnement de Sa Majesté l'Empereur. Autour de cette épée sont répartis 4 objets qui sont autant de scansions de la carrière du personnage. Un, cette matrice gravée renvoyant à la campagne d'Italie 1796-97. 2, cette magnifique esquisse halte de l'armée française à Sienne en Haute-Égypte. Puis le rabibochage avec l'Église catholique
le Concordat de 1801-1802, ici exprimé par cette esquisse très fine, campant Napoléon Ier accueillant de manière quelque peu désinvolte et cavalière le pape Pie VII en forêt de Fontainebleau. Enfin, une allégorie très finement travaillée et encodée de références culturelles qui est Napoléon couronné par les dieux de l'Olympe. Il est dans l'histoire des musées d'heureuses surprises. Ainsi, un matin de l'été 2015, un été absolument torride, le 13 juillet, un homme m'appelle et dit « Ah, bonjour, je suis Claude Marcoux de Chalautre-la-Petite et je sors de chez le ferrailleur et j'ai songé à vous. » Je lui dis « Fort bien, mais je sais que j'ai un côté vieille carrosserie rouillée, mais quel est le lien avec la ferraille ?» Il me dit « Ah, j'ai trouvé une plaque, il y a un gars avec un chapeau et un sabre, on dirait Napo. » Et très aimablement, il vient de ce pas apporter la pièce que nous nettoyons, regardons dans une glace et évidemment, on voit l'image qui était intentionnelle, celle qui est gravée et qui est d'une extrême importance. C'est rien moins que le général Bonaparte, commandant en chef de l'armée d'Italie, qui montre au peuple de l'Italie les figures de la liberté et la vérité. C'est encodé un véritable discours idéologique, celui du temps du directoire, au service duquel est formellement le général Bonaparte, qui peu à peu va s'en émanciper, et qui révèle le discours idéologique que les Français répandent en Italie, renversant les monarchies ou principicules et renversant, ce sera le rôle de Championnet, l'Église catholique, finissant par attraper le pape au collet, le pape Pie VI, le déporter en France, où il meurt en 1799. C'est véritablement une déclaration de guerre à l'Ancien Régime qui est balayée par les armées françaises en Italie du Nord. Je précise que la suite de ça, c'est les campagnes à travers l'Europe, et on peut dire que l'Empire, d'une certaine façon, ce sont les Lumières répandues en Europe à la pointe de la baïonnette. Cette esquisse, par Tardieu, campe sous un jour d'expédition des Lumières la campagne d'Égypte. En effet, on voit au premier plan un homme, un savant, membre de l'Institut d'Égypte, occupé à procéder au relevé archéologique d'une colonne. C'est sous ce jour-ci qu'est campée la campagne d'Égypte. On sait qu'à naviguer à bord du vaisseau L'Orient, plus de la moitié des membres de l'Institut national de France qui suivent le général Bonaparte dans cette aventure. Aventure qui les mène aux confins du monde. En effet, à l'arrière-plan, on voit un soldat français inscrivant sur les ruines d'un temple, dont on reconnaît bien une corniche de forme égyptienne, Sienne, à 3800 lieues de Paris, dans les pas d'Alexandre, aux confins du monde connu. Par ailleurs, cette esquisse est encodée des références que les artistes dont Tardieu avait en tête. Songeons à ce soldat dont l'uniforme date de la Révolution et qui porte dans ses bras un enfant, c'est une sorte de Moïse sauvé des sables. Songeons à ces deux enfants jumeaux dont le père, enturbané, implore le soldat français de ne pas égorger la chèvre dont le lait permet de les nourrir, sorte de Romulus et Rémus, non pas des bords du Tibre, mais du Nil. Et tout cela, une construction merveilleusement régie, avec évidemment une triangulation centrale, et puis ce contraste entre cette colonne, supposée être restée érigée, et puis celle-ci qui est effondrée. Les relevés auxquels procède cet homme, c'est en quelque sorte une anastylose symbolique de la civilisation égyptienne. Ça va déboucher sur Champollion, la découverte de la clé du système hiéroglyphique, la publication patronnée par le pouvoir impérial, dont le premier tome paraît en 1809 à l'imprimerie impériale
de la description de l'Égypte et, dans un premier temps, par l'habileté de Dominique Vivant-Denon, qui est membre de l'expédition, la parution du Voyage en Basse et Haute-Égypte, dédié au citoyen premier consul, avec une flagornerie appuyée qui vaut à Denon, en retour, d'être nommé en 1803 directeur du Muséum central des arts, qu'il rebaptise aussitôt Musée Napoléon. L'Italie, c'est une maîtresse dont je veux que personne ne partage les faveurs. Cette déclaration de Napoléon Ier montre bien, qui parle élevé en Corse, et qui donc comprend naturellement la langue italienne, montre bien ce que la péninsule signifie pour lui. Et il crée d'abord une république cispadane, devenue cisalpine, et muée en 1805 en Royaume d'Italie. Ce Royaume d'Italie est évoqué ici par une présentation synthétique de ce que c'est pour Napoléon, et on voit cette tabatière qui lui appartenait renfermant 3 médailles, 2 Sforza et au centre Charles Quint, qu'ont-ils en commun? Ils étaient tous 3 maîtres de l'Italie, maîtres du Milanais, qui est le cœur du Royaume d'Italie. Puis, en 3 temps, la carrière de Bonaparte, devenu Napoleone Primo Re d'Italia, Marengo 1800, le couronnement à Milan 1805 et la victoire de Wagram qui protège de l'invasion autrichienne le Royaume d'Italie. À cela s'ajoutent des pièces insignes, l'habit du petit habillement du couronnement de Milan, le glaive d'Italie, des décorations de l'ordre de la couronne de fer créé en 1805 à Milan, des ouvrages exprimant un ouvrage juridique relié en maroquin vert, couleur distinctive du royaume, et frappé alors des grandes armes du royaume d'Italie, ainsi que en retrait un almanacco reale offert d'Eugène de Beauharnais, vice-roi d'Italie. Une présentation résolument synthétique qui est redoublée par un extraordinaire dessin, c'est l'union de l'Empire français et du Royaume d'Italie. Ce magnifique dessin par Louis Laffitte campe en une scène synthétique l'union de l'Empire français et du Royaume d'Italie. Ce dessin a été offert par Michel Descours, un galerie lyonnais réputé, qui le fait paraître dans un catalogue que je compulse en début d'année, et je vois ce dessin magnifique. J'appelle la galerie et je leur dis « votre notice est excellente et ce dessin aurait toute sa place dans les collections du musée Napoléon Ier ». Fort bien, me dit-il, comment pouvons-nous avancer? Je lui dis « c'est très simple, nous n'avons pas d'argent, je ne vois guère qu'une solution, c'est que vous nous l'offriez. Jeune homme, votre audace m'amuse, entendu, je vous l'offre, me répond Michel Descours. Grâce soit rendue à la générosité de ce galeriste lyonnais. Dans ce dessin, tout repose sur l'opposition de l'un et du double. Unique est le souverain, unique le globe surmonté d'une victoire, unique le lion de la force sur lequel est assis un seul Poutot tenant le mors de la tempérance pour réfréner les passions, unique l'aigle qui plane dans les cieux, double en revanche sont la victoire et Athéna présentant une couronne au-dessus de l'empereur et roi, double sont ces 2 génies de l'Empire français et du Royaume d'Italie, l'un présentant une maquette de Notre-Dame de Paris, l'autre celle du Duomo de Milan, lieu du sacré couronnement et lieu du couronnement en tant que roi d'Italie, double de même ces figures de la Seine et du Pô. Il y a là encodé de manière très savante, par le talent de Laffitte, il y a là encodé cette idée que ces 2 États sont distincts,
sont dans la main d'une même personne. Et en cela, ce dessin résume le propos de cette salle, Napoléon Ier, empereur des Français et roi d'Italie.